Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à l'île de Taïwan. La saga des Ming se poursuit après 1644 et leur chute au profit des Qing. La dynastie déchue poursuit la résistance dans le sud du pays jusqu'en 1661. Cette même année, leur allié, le célèbre pirate Konjinga, s'empare de l'île de Taïwan, où lui-même et ses descendants continueront durant une vingtaine d'années de résister à la dynastie des Qing. Vous voulez en savoir plus sur Taïwan qui résiste à la Chine? Venez avec moi. Les premiers vestiges humains trouvés sur Taïwan remontent à près de 30 000 ans, une époque où l'île d'aujourd'hui était alors accessible par terre depuis le continent. Depuis, le niveau de la mer a monté, isolant les quelques peuples qui ont émergé sur l'île depuis l'an 3000 avant Jésus-Christ. Jusqu'au XVIe siècle, les contacts entre ces populations et le reste du monde étaient bien pauvres, voire inexistants. C'est en 1544 que des marins portugais, naviguant dans la région, lui donnent son premier nom, Formosa. C'est seulement 80 ans plus tard, en 1624, que la compagnie néerlandaise des Indes orientales, toujours à la recherche de nouveaux territoires, fonde une colonie sur la côte sud-ouest de l'île, où se trouve l'actuelle Tainan, et plus tard une base dans l'actuelle Tamutsui. Le commerce y fut très profitable pour les Néerlandais, de la soie, de la porcelaine, du sucre, du riz, etc., mais s'avéra de courte durée. Le rattachement de l'île de Taïwan à l'espace politique chinois au cours du XVIIe siècle est le fruit d'un concours de circonstances. La faible distance de l'île avec le continent, 130 km plus proche, a certainement permis à des navigateurs chinois d'y accoster au fil des siècles. Mais Taïwan n'apparaît avec certitude sur les cartes mentales des élites de l'Empire qu'au XIVe siècle. En outre, cette prise de conscience ne s'accompagne d'aucune revendication politique, le littoral bornant traditionnellement l'espace où la souveraineté impériale s'exerce directement. Certes, il arrive que le fils du soleil aille chercher outre-mer la reconnaissance de sa suzeraineté. Les expéditions navales de Zheng He 1405-1433 obtiennent ainsi de plusieurs souverains d'Asie du Sud-Est qu'ils payent tribut à l'empereur Yongle des Ming. Toutefois, ce genre de relation tributaire n'a jamais été établi avec Taïwan. L'île, habitée par une centaine de milliers d'Austranésiens, une famille ethno-linguistique dont le domaine s'étend de Taïwan à la Nouvelle-Zélande et de Madagascar à l'île de Pâques, était divisée en communautés trop petites pour intéresser le Céleste Empire. L'art chinois de la navigation connaît à partir de la dynastie des Song, 960-1279, un développement qui entraîne un intense commerce maritime privé. Mais celui-ci est bientôt entravé par la méfiance des dynasties suivantes, les Wan, 1279-1368, puis les Ming, 1368-1644, qui l'interdisent à plusieurs reprises, allant parfois jusqu'à proscrire toute navigation. Il faut attendre l'assouplissement de ces prohibitions à la fin du XVIe siècle pour que des marins du Fujian, la province chinoise la plus proche de Taïwan, commencent à se rendre régulièrement sur l'île pour pêcher le long de ses côtes et commercer avec les locaux. Ceux qui s'y installent sont rares, mais il se forme un petit milieu de marchands chinois, japonais et originaires des îles Ryukyu, considérés comme des contrebandiers armés, voire des pirates par les États voisins, qui se méfient encore du négoce privé. Quant aux élites politiques et intellectuelles de l'Empire chinois, elles considèrent Taïwan comme une terre sauvage, peuplée de barbares et de mauvais sujets, quand elles y pensent, c'est-à-dire très rarement. Cette indifférence devient intenable à la suite de l'irruption de deux puissances étrangères dans la région. En 1624, les Provinces-Unies, avec la Compagnie des Indes orientales, s'implantent à Taïwan, que des marins portugais ont appelé Formosa, la belle île, pour s'opposer à la présence espagnole aux Philippines. La Compagnie des Indes orientales perçoit très vite la situation stratégique de l'île dans le vaste espace d'échange que sont les mers du Sud, mer de Chine méridionale actuelle, véritable économie monde où les produits chinois circulent en abondance. Plus paradoxalement encore, c'est aussi aux Hollandais qu'on doit la colonisation du peuplement chinoise de Taïwan.
la Compagnie des Indes orientales faisant venir pendant près de 40 ans des milliers de travailleurs des provinces voisines de Fujian et du Guangdong pour mettre en valeur la plaine côtière, les Austranésiens assimilés ou repoussés vers le centre montagneux devenant minoritaires sur l'île en quelques décennies. Cette colonisation méridionale ne retient pas l'attention de la dynastie Ming, qu'il ne menace pas. Au nord, en revanche, à peu près à la même époque, un danger mortel émerge, les Mandchous, qui, sous la conduite de la dynastie Qing, conquièrent l'Empire chinois des années 1620 aux années 1680. Après la prise de Pékin en 1644, l'avancée des Qing mettent les héritiers des Ming sur le chemin de l'exil. Vers le sud de la Chine, ces Ming du sud, comme on les appelle, trouvent un appui inattendu dans la famille Zheng, que rien ne prédestinait pourtant à jouer un rôle crucial dans la politique chinoise. Zheng Zilong s'est imposé dans les années 1620-1630 à la tête des marchands armés qui opèrent dans le détroit de Taïwan et au-delà en mer de Chine méridionale. Converti au catholicisme à Macao, interlocuteur privilégié de la Compagnie des Indes orientales néerlandaises avec Taïwan, au service de laquelle il pratique régulièrement la guerre de course. Habitué et familier de l'univers cosmopolite de la piraterie, son fils naît d'une femme japonaise de Nagasaki. Il est issu d'un monde interlope bien éloigné de la respectabilité chinoise. La dynastie a fini par le coopter en 1628 en le nommant amiral, mais sans changer la substance de ses activités ni le caractère patrimonial de sa puissance, puisque Zheng Zilong possède sa propre flotte. Quand les Ming aux abois sont chassés de Pékin, Zheng Zilong met à leur service ses considérables moyens. En échange, il fait adopter par la dynastie son fils Cheng Gong, désormais surnommé Kojiga, le seigneur au nom impérial. Or, si Zilong se rallie finalement au Qing en 1646, son fils fait un choix inverse. Héritant des réseaux, de la fortune et de la flotte de son père, Kojiga reste au service des Ming du Sud avec une force considérable. Il commande jusqu'à 150 000 hommes. Depuis ses bases de Xiamen et de Kinmen sur la côte de Fujian, il mène de vastes raids contre les forces Qing. Mais la pression mandchoue devenue insupportable, Kojiga se replie en 1661 à Taïwan, d'où il chasse les Hollandais très inférieurs en nombre. Pour la première fois, l'île, ou plutôt sa côte occidentale, a un dirigeant chinois. Après la mort de Kojiga en 1662, son pouvoir passe à son fils Zheng Jing, qui reprend le flambeau de la lutte contre les Mandchous. Les intentions réelles des Zheng restent discutées. Ils jettent indiscutablement les fondements d'un pouvoir héréditaire, au point que des marins anglais peuvent voir en Zheng Jing le roi de Taïwan. Ils ont l'ascendant dans leur rapport avec les malheureux Ming du Sud et mènent en toute autonomie une politique extérieure originale. Kojiga a même brièvement envisagé la conquête des Philippines espagnoles. Toutefois, quelles que soient leurs ambitions, ils formulent dans le langage du loyalisme, fondent une capitale orientale des Ming, Tainan, actuelle, et tirent une grande part de leur légitimité du lien familial établi par l'adoption entre Kojiga et la dynastie déchue des Ming. Un maintien de Zheng à Taïwan aurait peut-être débouché sur l'instauration d'un pouvoir impérial concurrent de celui des Qing sous le nom dynastique des Ming, ou sous un autre, qui aurait écrit une nouvelle page de l'histoire de la Chine, l'émergence d'une thalassocratie chinoise. Le rapport de force en a décidé autrement. Les Qing viennent à bout de la redoute taïwanaise en 1683, déposant le fils de Zheng Jing, encore adolescent, puis annexent l'île de sorte qu'elle ne puisse plus servir de base arrière à des séditieux incorporés à l'Empire. Taïwan en reste une périphérie négligée pour plus de 2 siècles. Elle ne redeviendra le siège d'un pouvoir chinois qu'avec l'exil des forces nationalistes de Chiang Kai-shek en 1949.
Originairement peuplée par des populations austronésiennes, Taïwan a accueilli ses premières populations chinoises sous la dynastie des Ming. En 1661, elle sert de refuge à Kochiga, hostile à la nouvelle dynastie Qing. Mais c'est à partir de 1683, avec les Qing, que le rapport de force entre Han, l'ethnie chinoise majoritaire, et les autochtones s'inverse. L'île est ensuite annexée en 1895 par l'Empire du Japon à l'issue de la première guerre sino-japonaise. La défaite de Tokyo en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, entraîne la dissolution de l'empire colonial japonais et la restitution de Taïwan à la République de Chine de Chiang Kai-shek. En 1949, ce dernier et l'armée nationaliste du Kuomintang, fuyant la République populaire de Chine, proclamée par Mao Tse-tung, se réfugient sur l'île, suivis par près de 2 millions de Chinois, qui comptent alors 6,5 millions d'habitants. Chiang Kai-shek y gouverne en dictateur jusqu'à sa mort en 1975. Depuis, la question du statut de l'île, qui jouit d'une indépendance de fait, n'a pas été résolue. Ce qu'on appelle aujourd'hui Taïwan correspond à la République de Chine, chassée du continent en 1949 par la République populaire de Chine. Au regard du droit international, il s'agit d'un non-État, mais qui entretient des relations avec d'autres États, un non-État reconnu. Comme on l'a vu, longtemps inconnu des plus grandes civilisations, l'île de Taïwan aura su bien attiser des convoitises au cours des siècles, notamment à partir du XVIe siècle. Alors traversée successivement par différents peuples, qu'ils soient aborigènes tout d'abord, puis européens, chinois et japonais, Taïwan s'est vu se faire forger en son sein une identité unique, en constante évolution. Rares sont les pays dont les vagues successives de population auront à ce point influencé leur histoire. Depuis la fuite de Chiang Kai-shek suite à sa défaite face aux communistes de Mao Tse-tung, Taïwan est menacé par la Chine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.